Les individus vivants, milliards d'hommes, de mouches ou de pissenlits, ne sont que des véhicules. La vie se fait porter par eux à travers le temps et l'espace. Leur ingéniosité immobile ou leur agitation n'a d'autre but et d'autre effet que ce transport dont ils n'ont pas conscience. D'une génération à l'autre, c'est, dans chaque espèce, la même vie qui se transmet depuis le commencement d'elle-même. Quand une cellule reproductrice femelle et une cellule reproductrice mâle se sont confondues pour former une cellule fécondée, celle-ci va aussitôt se mettre à se diviser pour fabriquer un individu nouveau de son espèce. Dès le début de cette division, la cellule met de côté une partie d'elle-même. Le reste va former l'individu tout entier. L'infime partie mise à part dès le début constituera les nouvelles cellules reproductrices qui, à travers ce nouvel individu, se projetteront en avant pour former de nouvelles cellules reproductrices à travers de nouveaux individus. Si l'on détruit cette infime parcelle dès qu'elle a été séparée du reste de l'œuf, celui-ci continue à se diviser et fabrique un individu normal, complet, possédant même des glandes génitales mâles ou femelles. Mais ces glandes ne fabriqueront ni ovules ni spermatozoïdes. Elles ne contiennent aucun germe reproducteur. L'individu fabriqué a reçu l'hérédité de l'espèce et celle de ses parents. Il a reçu sa portion de vie individuelle, mais il n'a pas reçu la vie de l'espèce, et ne pourra pas la transmettre. Le courrier court, mais sa sacoche est vide. Il semble donc qu'il y ait dans la cellule reproductrice une part qui ne se mélange pas à l'individu qu'elle fabrique. Une cellule reproductrice fécondée fabrique, d'une part, de nouvelles cellules reproductrices, d'autre part, l'individu chargé de les porter et de les transmettre au suivant. Les cellules reproductrices semblent se transmettre, de génération en génération, une substance porteuse de vie absolument indépendante, ininterrompue à travers le temps et multipliée dans l'espace vivant. Pour assurer cette tâche, elles parasitent et occupent en maître chacun des individus porteurs qu'elles ont fabriqués tout le long du temps. La vie apparente, celle de l'individu, n'est qu'une vie bornée, un fragment temporel qui lui est accordé, pour qu'il puisse accomplir sa mission de porteur. La vie véritable, perpétuelle, qui se continue sans interruption depuis le premier vivant, est celle de cette substance multipliée dans l'espace et continue dans le temps, la même chez tous les individus d'une espèce, et peut-être la même à travers tous les vivants de toutes les espèces, puisque, lorsqu'on la détruit dans l'œuf, les caractères individuels, raciaux et spécifiques de l'individu qui naîtra quand même, n'en sont pas affectés, ce qui montre qu'elle est indépendante de tout ce qui est particulier. Ce vivant unique et multiple, réparti à travers tous les êtres vivants, est-il le véritable possesseur de l'intelligence, de la connaissance et de la conscience? Il est certain que c'est lui qui fabrique l'homme, l'agneau et la laitue, et pas nous. C'est lui qui a construit et mis en place chaque organe de notre corps, et pas nous. C'est lui qui fait battre notre cœur, et pas nous. C'est lui qui continuera, et c'est nous qui allons mourir. Pourquoi se préoccuper de tout cela, puisqu'il y a la vie et que nous sommes dedans, et bien vivons? Bien sûr, il n'y a qu'à vivre. C'est ce que nous faisons tous. C'est ce que tu fais d'habitude. Mais il suffit d'un instant, tu es assis là, sur une pierre chaude ou le sable de la plage, ou sur le bois poli de la chaise, où tu t'assieds jour après jour pour travailler. Tu te reposes ou tu travailles, ou tu manges, ou tu bois ton café. Toute la vie coule autour de toi, et toi avec. Milliards d'hommes, milliards de milliards d'êtres vivants et d'étoiles, et toi avec, sans que tu t'en soucies. Depuis 20 ans, ou 40, ou 60, tu fais partie de tout. Ce tout qui se dilate, ou se contracte, ou qui monte ou descend, qui vient de quelque part et va quelque autre part. Et toi avec. Tu y es à ta place, avec ta forme à toi, et ta fonction que tu ignores. Tu travailles, tu dors, tu respires, sans te préoccuper. Tu existes, comme le grain de sable sur la plage. La marée te roule et te mouille, le soleil te sèche, le vent t'emporte et te laisse tomber. Tu tiens ta place de grain de sable, milliards de milliards, sur la grande plage. Et toi avec. Tu nais, tu vis, tu fais des enfants, tu travailles pour eux. Pour les autres, contre les tiens. Tu aimes, tu hais, tu te bats, tu es heureux.
Malheureux, tu manges, tu pleures. Heureux au fond malgré tous les malheurs, sans réfléchir. Le train t'emporte, tout va. Tu vas, tu es assis sur une pierre de vacances ou sur ta chaise de travail. Et tout à coup, suspendu entre le vent, la marée et le soleil, suspendu, immobile, abandonné, tout seul. Tout à coup, suspendu brutalement, lucide. Un instant, un éclair. Tu n'es plus dans le coup. Tout à coup, tu vois le fonctionnement autour de toi. L'énorme, prodigieux tourbillon qui entraîne tout et tout, depuis des milliards de temps jusqu'au fond des milliards d'éternités, du fond des milliards d'espaces, jusqu'au fond de milliards d'infinis. Milliards de multiples créatures en mouvement, atomes, cellules, individus, étoiles, galaxies, univers, tout en vient, et tout y va. Et toi avec. Où? Un instant, un éclair suspendu. Tu as vu? Le temps de comprendre que tu n'es rien. Sans importance, nul, moins que zéro. Milliards de multitudes emportées. Et toi avec, parmi les multitudes de multitudes, dont chaque grain a autant d'importance que toi. Ni plus ni moins. Ni moins la patte de mouche, ni plus la lune. Comme la lune. Comme la lune, toi, ta famille, humanité, galaxie, univers. Zéro, poussière de poussière. Rien, rien. Dans le tout. Le tout tourbillonnant immobile en voyage. Depuis où jusqu'à quand? Toi, zéro. Toi, tes coliques, ton envie de sexe et de légion d'honneur. Ton petit ventre à soupe, tes seins d'amour. Tes moustaches, ta robe de soie. Ta fameuse cervelle, ta belle jambe. Toi, zéro. Tu as repris ta place dans le vent et la marée. Mais inquiet, brûlant le sable, dure la chaise. À quoi bon ces durillons aux fesses, ces mains calleuses, cette fumée par les oreilles? À quoi bon cette bataille? Naître, vivre, mourir. Vivre, vivre. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas toi qui répondras, ni moi non plus. Mais sans espoir de réponse, si tu ne cries pas la question, alors tu n'es qu'un os. Les espèces ont-elles conscience de leur mission? Le genre humain sait-il qu'il doit continuer? Si cette conscience collective existe, l'homme individu ne peut pas plus la connaître qu'une cellule musculaire de la cuisse d'un pilier de mêlée ne peut connaître les règles du rugby et le désir de vaincre. Et pourtant, toutes les cellules du joueur travaillent pour cette victoire. Nous ne connaissons de l'univers qu'une poussière, celle que nous habitons. Nous la connaissons mal, à travers nos sens limités en nombre et en pouvoir, par le moyen de notre faculté de compréhension semblable à un avion incapable de décoller. Nous roulons d'un bout à l'autre de la piste et même un peu dans le gazon adjacent, mais nous ne parvenons pas à acquérir l'élan suffisant pour survoler le paysage. Nous en voyons et devinons pourtant assez pour nous rendre compte que la superficie très limitée de cette poussière se dispute une rencontre sauvage, dont nous ignorons l'enjeu. La transmission de la vie semble ne constituer que le moyen de se déplacer dans la direction du but. Ce qui ne veut pas dire que les joueurs s'en approchent, ni qu'ils pourront jamais l'atteindre, ni même qu'il existe. Mais toutes les espèces vivantes jouent le jeu. Toutes ensemble jouent le jeu général, et chacune joue son jeu particulier. Elles s'entremassacrent inexorablement, et si ingénieusement que la mort nourrit la vie, et permet à la partie de se poursuivre et de progresser. Le but est si lointain, si improbable, que si la matière vivante ne constituait qu'un seul être dont la vie n'aurait pas de limite temporelle, il est probable que cet être parviendrait à la lassitude, et trouverait le moyen de renoncer à vivre, toute la vie disparaissant alors avec lui. La multiplicité des espèces, la brièveté de l'existence des individus exclut ce danger. La vie continue parce que les individus sont mortels. Aucun d'eux n'a le temps de comprendre ni la tentation de renoncer. Et même si l'un d'eux comprend et renonce, ou renonce parce qu'il n'a pas compris, la multitude autour de lui, avant lui et après lui, continue. Les individus naissent, vivent, tuent, passent la balle au suivant et disparaissent du jeu, retournant au stock des matières premières disponibles.
Ils ne peuvent pas refuser de transmettre la vie, parce qu'ils n'ont pas le temps de comprendre qu'ils le font. Leur vie brève ne sert qu'à produire d'autres vies, mais ils ignorent qu'ils ne servent qu'à cela. Ils ne sont que des reproducteurs, mais ils ne savent pas qu'ils se reproduisent. La biche qui s'offre aux 10 corps dans la nuit d'un printemps de Chambord ignore les conséquences de la satisfaction de son désir, comme il ignore le mal qui la couvre. Les chats qui se battent pour une chatte dans un square et empêchent 1000 Parisiens de dormir ignorent que le geste du vainqueur se traduira par des chatons. La fleur du liseron ne sait pas qu'elle deviendra graine. Le liseron ne sait pas pourquoi il fleurit. Poussés par les ordres irrésistibles inscrits dans leurs cellules et dont le printemps déclenche la mise en action, des milliards de végétaux mûrissent leur pollen et tendent leurs pistils. Des milliards de mâles ensemencent les femelles sans savoir qu'ils vont devenir pères. La plupart, d'ailleurs, ignorent ce qu'est une progéniture. Leur acte accompli, ils s'éloignent, quand ils ne sont pas mis en pièces par les femelles. Il semble, nous ne pouvons être sûrs de rien en ce qui concerne la conscience animale, et nous sommes encore plus ignorants du psychisme végétal. Il semble que l'homme soit le seul parmi les vivants à établir une relation de cause à effet entre l'acte sexuel et l'enfantement. Certaines tribus australiennes n'ont même pas encore, paraît-il, fait le rapprochement. Quant aux hommes dits civilisés qui savent pertinemment que le sexe est l'instrument de la reproduction, ils sont cependant conditionnés de telle façon qu'ils oublient en général le but, et se laissent tout bonnement tirer par le moyen, c'est-à-dire par le désir, tout comme le chat du square ou le cerf de Chambord. C'est presque toujours avec surprise qu'une femme se rend compte qu'elle est enceinte, et même quand la surprise est heureuse, ce qui est la minorité des cas, il lui faut un certain temps pour le croire et réaliser vraiment son état. Rapidement, elle accepte sa fonction nouvelle et s'en réjouit. Mais l'événement, lui, est apparu d'abord comme invraisemblable et presque surnaturel, alors que rien ne lui avait semblé plus naturel et allant de soi que de faire l'amour. Quand l'homme et la femme qui se joignent gardent conscience que ce geste pourra donner naissance à un enfant, c'est en général parce qu'ils craignent cette conséquence et pensent aux précautions à prendre pour l'éviter. C'est pour rendre impossibles ces précautions que l'ignorance est de règle chez tous les êtres vivants. Le genre humain à ses débuts n'en savait sans doute pas plus long que les papillons ou les buffles. Mais quand fut créé le langage, chaque génération put transmettre la somme de ses observations et de ses expériences à la génération suivante, qui y ajouta les siennes et les transmit à son tour. Ainsi se créait par-dessus les vies brèves des individus une connaissance générale des faits qui s'accroissait avec le temps, pendant que se perdait peut-être une autre connaissance plus profonde, à laquelle participe encore l'innocence de l'animal et de la plante. Ce qu'un homme ne pouvait pas saisir, une succession d'hommes le comprit, et je n'arrive pas à croire à ces Australiens qui ne savent pas cela, alors qu'ils savent tant de choses. Tout homme d'aujourd'hui, même s'il a échoué à son certificat d'études, connaît quelles peuvent être les conséquences d'un moment de profonde intimité avec une personne du sexe opposé. L'humanité a joué ici contre l'espèce humaine, et a donné à ses membres la possibilité de séparer la cause de l'effet, et d'obéir ou non à la loi de l'espèce. C'est un don précieux, celui d'une liberté. Mais l'espèce utilise contre ce libre arbitre une arme toute puissante, qui en général emporte le couple loin de toute conscience et de toute précaution. Le plaisir de l'amour.